Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission spéciale Consulat. Donc, dans cette édition, nous allons aborder les modalités de voyage dans le contexte de la Covid-19 et aussi de la réouverture du consulat de Washington, D.C. Et en fin d'émission, nous parlerons des aides que le consulat peut fournir aux familles dans le besoin. Alors aujourd'hui, avec moi, pour répondre à ces questions, le consul général François Paguili et sa consul adjointe Cécile Valk et la chargée d'affaires sociales Amélie Argout. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation de French Morning. Merci à vous de l'invitation. C'est une occasion importante pour nous de pouvoir répondre en direct à nos compatriotes en espérant qu'on pourra répondre à certaines de leurs questions. Et de nombreuses questions en tout cas qu'on a reçues par mail. Donc avec moi, Alexis Buisson à New York et Grégory Durieux à Miami pour recueillir vos questions. Mais bon, tout le monde les connaît maintenant, ils sont partout. Donc dans cette première partie, nous allons revenir sur les modalités de voyage entre les États-Unis et la France. Monsieur le consul général, pouvez-vous nous rappeler quelles sont ces modalités, les grandes lignes pour les voyages qui seraient prévus pour cet été? Alors, si l'on parle donc des modalités de voyage vers la France, je pense qu'il y a trois choses dont il faut avoir conscience. C'est d'abord le fait que tout voyage international continue de représenter un risque de nature sanitaire. Donc, quand vous allez sur le site des conseils aux voyageurs du ministère des Affaires étrangères, il est toujours indiqué que les voyages internationaux sont déconseillés. Donc ça, c'est un premier point à avoir en tête quand même. Deuxièmement, le contexte national en France, puisque certes, on est maintenant en phase 2 du déconfinement donc, depuis le 2 juin, mais avec quand même un certain nombre de précautions, de restrictions. Alors la limite de déplacement de 100 km a été levée récemment, mais il reste quand même un certain nombre de précautions à prendre. Donc il faut avoir ça en tête. Soi-même en tant que voyageur, en fonction du pays d'où l'on vient, on peut être aussi vecteur de la maladie. Il faut avoir ça en tête. Raison pour laquelle donc notamment a été mis en place, vous l'avez vu, en plus de comment dirais-je, l'attestation de déplacement international, cette déclaration sur l'honneur de non-présentation de symptômes et d'absence de contact avec un cas avéré de Covid-19 dans les 2 dernières semaines. Donc, c'est bien l'esprit aussi du déconfinement. Et troisième question, et peut-être la plus importante pour ce qui nous concerne, nous, aux États-Unis, c'est les restrictions qui continuent d'exister en raison des réglementations américaines pour les Français, les voyageurs français qui souhaitent revenir aux États-Unis après leur séjour en France. Et ça, c'est une vraie question, une question importante qui continue de poser des difficultés à nos compatriotes, dans la mesure où cette proclamation présidentielle donc, qui date du 11 mars est toujours en vigueur et n'autorise qu'une catégorie limitée de personnes à revenir aux États-Unis, notamment les détenteurs de cartes vertes essentiellement et les membres de famille. Merci beaucoup pour tous ces rappels. Donc, je rappelle aussi aux spectateurs que vous pouvez lever la main pour poser vos questions en direct. Alors, on a reçu pas mal de questions par email. On va commencer par la question de Jonathan, qui a un cas assez particulier, mais qui va peut-être parler à d'autres familles. Donc, Jonathan nous a indiqué qu'il devait définitivement rentrer en France avec sa femme américaine et ses 2 bébés, ses 2 petites filles. Alors, ils sont inscrits au consulat, ils ont leur livret de famille, mais malheureusement, à cause de la Covid, ils n'ont pas pu faire leur passeport. Donc, ils doivent partir de New York et ils se demandent comment faire pour partir. Est-ce qu'il faut demander un laissez-passer d'urgence? Peut-il le faire à Washington? Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre?
Alors, effectivement, il a la possibilité donc de solliciter la délivrance d'un laissez-passer pour ces deux petites filles, si je comprends bien. Euh, alors, il part de New York, mais s'il est inscrit chez nous à Washington, on n'aura pas de difficulté à le recevoir ici euh, pour délivrer ce laissez-passer. Je pense peut-être à la question de son épouse. Donc, si l'épouse de Jonathan est américaine, elle pourra voyager en tant que conjointe de Français, puisque, comme vous le savez, il y a aussi des restrictions d'accès, comme on le disait, à l'espace européen, donc à l'entrée en France. En revanche, pour les ressortissants de nationalité américaine ou d'autres nationalités qui ne sont pas soumis à visa, d'une manière générale, c'est une autorisation de séjour de 90 jours. Donc, ça nécessite une régularisation ensuite, puisque Jonathan parle d'un retour définitif en France. Il faudra quand même, pour madame, euh, envisager de revenir aux États-Unis pour solliciter un visa de long séjour, donc a priori un visa de long séjour conjoint. Euh, j'ai peut-être oublié des choses, je laisse volontiers la parole à Cécile pour préciser, y compris sur les modalités qu'il convient de respecter pour la délivrance du laissez-passer. Alors, effectivement, bonjour à tous. Et on peut délivrer un laissez-passer, on peut aussi éventuellement, si les délais nous le permettent, délivrer un passeport, mais effectivement, de nombreux rendez-vous sont déjà pris. Attention, le délai de validité d'un laissez-passer est de 30 jours maximum, donc le laissez-passer doit être demandé à la date la plus proche du départ prévu. Voilà les précisions que je peux apporter. Donc, il avait précisé qu'il essayait de partir le 7 juillet, enfin qu'il va partir le 7 juillet. Il demandait s'il devait venir avec ses enfants, avec ses bébés au consulat pour faire la demande. Alors, pour un laissez-passer, il faut qu'il se présente avec les enfants. Chaque personne qui demande la délivrance d'un laissez-passer doit être identifiée, effectivement. Voilà. Il peut prendre rendez-vous au consulat et expliquer, et en fonction de la date de départ, on pourra déterminer l'urgence du laissez-passer ou des passeports. Et je précise qu'un laissez-passer ne permet pas de revenir aux États-Unis. Ça permet juste de faire un voyage dans le sens États-Unis-France. Merci pour cette réponse. Une petite question de Sandrine qui voudrait savoir si les détachés français peuvent aller travailler aux USA dans les prochaines semaines pour une mission de 2 mois dans une filiale américaine. Alors là, on touche à la difficulté que j'évoquais tout à l'heure. Tout dépend évidemment du statut et de la nationalité des voyageurs, mais d'une manière générale, depuis la proclamation donc présidentielle du 11 mars, les voyageurs qui viennent de France n'ont pas accès au territoire américain, au territoire des États-Unis, sauf un certain nombre d'exceptions qui sont précisées dans le texte de la proclamation. Alors, comme on a bien fait les choses, on a même traduit ce texte-là pour nos usagers qui nous interrogent, parce que c'est vrai que c'est important de vérifier en fonction de la situation de chacun, du type de visa qu'on a. Mais bon, d'une manière générale, c'est quand même, comment dirais-je, la restriction est la règle et l'autorisation d'accès l'exception. Je disais que notamment les détenteurs de carte verte, donc ce que l'administration américaine considère comme des résidents permanents, peuvent faire l'aller-retour, donc peuvent y compris donc, rentrer aux États-Unis. En revanche, si je comprends bien, il s'agit d'une première entrée sur le territoire américain. Là, il faudra attendre la levée des restrictions qui sont encore en vigueur et sur lesquelles nous n'avons pas beaucoup de précision en termes de calendrier, puisque, encore une fois, ça relève de la décision des autorités américaines et pas de la nôtre. Tout à fait. Donc, nous accueillons maintenant Stéphane qui habite à Washington, D.C. Stéphane, tu as la parole.
Bonjour, merci à French Morning pour organiser ce webinaire. Je ne doute pas qu'il sera aussi bon que le dernier avec Laurent Galisso à Miami, qui était particulièrement bien réussi. Merci à François Penguidi, Cécile Valk, Amélie Argou également pour leur participation et ces réponses importantes pour nos concitoyens. Alors, il se trouve que moi, je rencontre, je veux dire, dans mon activité professionnelle, plusieurs de nos concitoyens qui nous posent également des questions et que je renvoie volontiers vers vos services, au consulat, vers les conseils aux voyageurs sur le site du MAE. Il y a deux types de questions qui m'interpellent particulièrement. En particulier, les cas de regroupement familial. C'est-à-dire lorsque un conjoint, un citoyen américain souhaite retrouver en France son conjoint et ses enfants, dans quelles conditions est-ce qu'il peut effectivement les retrouver et comment est-ce que techniquement parlant il peut justifier son voyage. Et puis rapidement une deuxième question que j'entends beaucoup par la plateforme qui nous est posée sur la plateforme Entraide Amérique lancée par Marine Navel, équipe dont je fais partie, sur les prêts garantis par l'État. Est-ce que ces prêts s'étendent aux entrepreneurs français qui sont actuellement aux États-Unis? Et si oui, sous quelles conditions? Je vous remercie. Merci de ces deux questions. Sur la première, en ce qui concerne les modalités d'accès des conjoints américains de ressortissants français, donc effectivement, dans le cadre des exceptions qui sont prévues pour permettre l'accès au territoire français des ressortissants étrangers, figurent les conjoints et les enfants des Français. Il peut y avoir une différence selon que l'acte de mariage, s'il y a mariage, ou en fonction du statut, si les intéressés ne sont pas mariés, en termes de modalités techniques, je dirais. Donc, ce qu'il convient de faire dans ces cas-là, c'est vraiment d'écrire au consulat. Donc, on a une boîte, générique, urgence, qui permet donc de répondre au cas par cas, aux situations qui se posent. Parce qu'il est vrai qu'il est plus facile pour un conjoint marié dont l'acte est transcrit, par exemple, de prouver son lien de famille avec le conjoint français et donc de pouvoir accéder sans difficulté au territoire français, puisqu'en tout état de cause, il n'y a pas besoin de visa, qu'à des conjoints, par exemple concubins ou autres, qui doivent en plus prouver la nature de leur vie commune. Donc, c'est pour ça qu'il est utile de vérifier auparavant, toujours avant le déplacement, pour éviter toute mauvaise surprise, avec nos services, de telle sorte que nous, on puisse vraiment vérifier au cas par cas les pièces à présenter, etc. Sur la question qui est importante, effectivement, sur les prêts garantis par l'État pour les entreprises françaises, il est vrai que, outre l'impact, je dirais, sanitaire du Covid, qui a été important, et d'ailleurs, je voudrais profiter de ce moment pour avoir une pensée pour l'ensemble des familles des victimes de cette maladie. Il y a aussi eu un impact important du côté social et économique. Donc là, vous évoquez la situation des entreprises françaises. Nous avons fait un travail de ce côté-là en lien avec le service économique de l'ambassade pour identifier l'ensemble des aides économiques auxquelles sont éligibles les entreprises françaises à l'étranger. Donc, de la même manière, je vous invite à vérifier, parce que ça dépend aussi de la taille des entreprises, du nombre d'employés, etc. C'est vraiment une question qui doit être traitée dans le détail et au cas par cas. Je vous invite à regarder
sur notre site, sur le site internet du consulat ou de l'ambassade d'ailleurs, puisque les fiches sont mises à jour là aussi régulièrement pour que les entrepreneurs intéressés puissent voir à quelle catégorie exactement ils correspondent et à quelle aide ils sont éligibles de la part des autorités françaises. Alors, on a fait le même travail pour identifier les aides disponibles côté américain, évidemment, puisque certaines entreprises françaises ou étrangères sont éligibles aux aides proposées par l'administration américaine. Mais de la même manière, ça dépend de la taille des structures souvent. Merci beaucoup pour votre réponse. On va maintenant passer à la question de Anne. Bonjour Anne. Vous pouvez enlever votre micro et poser votre question. Voilà. Merci, bonjour à tous. Bonjour Monsieur le Consul et merci pour l'organisation de ce webinaire. Je trouve ça particulièrement, c'est très très bien dans ce contexte qui est stressant pour tout le monde et voilà. Alors moi je travaille dans une organisation internationale, j'ai un visa G4 et donc ma question c'est est-ce que si je sors du territoire américain, je peux rentrer à nouveau aux États-Unis sans trop de soucis? Alors, bonjour Anne. À ma connaissance, oui, puisque donc les visas, effectivement, les titulaires de visa G4 font partie de la proclamation dont on parlait tout à l'heure. Alors, il est vrai que la liste des visas en question est assez restrictive, mais comme les visas G4 font partie des exceptions, vous n'aurez pas de difficulté à revenir ensuite sur le territoire américain, aux États-Unis, sous réserve de respecter les consignes de, comment dirais-je, de quatorzaine, comme on dit. Et je crois donc au retour sur le territoire américain, sous réserve de remplir un questionnaire de santé, questionnaire médical, qui permet de vérifier l'état de santé de chacun des voyageurs qui rentrent aux États-Unis. Très bien, je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Alors, on va reprendre une question qu'on a reçue par email et qui concerne les couples pacsés. Donc, Pétronine raconte que son copain américain est à DC, elle est française et à Paris. Donc, ils sont pacsés. Lui n'a pas de carte de résidence en France. Donc, est-ce qu'il peut revenir en France avec son certificat de Pacs dès à présent? Et sinon, à partir de quand? Alors, de la même manière, effectivement, les PACS sont considérés comme conjoints, hein, donc ont autorisation d'accès au territoire français a priori, sous réserve là aussi de pouvoir prouver la résidence commune. Donc, plus les intéressés sont en mesure de fournir de documents à l'appui de leur situation et de leur vie commune, plus l'accès sera facilité dans le cadre de ces exemptions. Mais là encore, vraiment, il est préférable de nous contacter d'abord en amont, le plus tôt avant le voyage, évidemment, de telle sorte qu'on ait le temps, à travers un dialogue avec les demandeurs, de vérifier si la situation telle qu'elle nous est présentée correspond bien aux exceptions prévues à l'interdiction normale d'accès au territoire français dans le contexte actuel. Là aussi, peut-être, Cécile, vous aurez des précisions à apporter sur ce type de dossier? Effectivement, c'est une question qui revient très fréquemment dans les questions que nous avons. Il est préférable de nous contacter avant. Nous ne détenons pas la garantie à 100% d'une autorisation de déplacement, mais les conjoints, que ce soit les conjoints mariés ayant transcrit leur mariage, les conjoints mariés n'ayant pas transcrit, les personnes pacsées ou les concubins, à partir du moment où ils peuvent faire la preuve de leur vie commune et d'adresse commune avec leur conjoint français, peuvent voyager, que ce soit une vie commune en France ou aux États-Unis. Mais il convient aussi, j'ajouterais, de se rapprocher de la compagnie aérienne
avant toute chose, parce que c'est la compagnie aérienne qui décidera de l'autorisation d'embarquer sur son vol. Donc, c'est très important de nous contacter et de contacter cette compagnie aérienne. Je vais peut-être rajouter un point aussi, de la même manière qu'un précédent auditeur ou intervenant. Il convient de veiller aussi à la régularisation ensuite de la situation du conjoint, qui n'a pas, comment dirais-je, vocation à s'installer en France, mais seulement donc à un séjour temporaire. Alors, on a aussi eu beaucoup de questions sur le quand. Quand est-ce qu'on pourra revenir aux États-Unis si on a un visa qui ne le permet pas, ou quand est-ce que les Américains pourront aller en France? Voilà, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous demandent un peu des dates en fait d'ouverture des frontières? Alors, je réponds qu'on est dans la même situation qu'en termes d'expectative, parce que nous n'avons pas d'indication à ce stade de calendrier du côté des autorités américaines. Évidemment, nous, comment dirais-je, nous relayons régulièrement auprès de nos interlocuteurs américains, de l'ensemble des administrations américaines concernées, les préoccupations de nos compatriotes qui nous reviennent. Alors, il s'agit soit des Français qui résident actuellement aux États-Unis et qui se trouvent un petit peu coincés parce que en train de se demander s'il est raisonnable d'envisager un déplacement en France avec le risque, comme on l'a dit, très fort, voire quasiment certain, de ne pas pouvoir revenir aux États-Unis, ou bien de nos compatriotes qui, en sens inverse, se retrouvent coincés en France parce que partis avant la proclamation du 11 mars ou sans avoir bien mesuré les conséquences du voyage et qui se retrouvent coincés en France sans pouvoir retourner aux États-Unis. Malheureusement, à ce stade, donc, malgré les démarches que nous faisons, et nous ne sommes pas les seuls, hein, puisque la France n'est pas la seule concernée, dans la mesure où c'est une réglementation qui concerne l'ensemble de l'espace Schengen. Pour l'instant, donc malgré ces démarches et ces préoccupations répétées au niveau de l'administration américaine, on n'a pas vraiment d'indication de calendrier sur la levée de ces restrictions. Vous avez sans doute vu les déclarations du président Trump récemment, donc qui a évoqué une possibilité de lever de ces restrictions, mais à ce stade, voilà, on est encore dans l'expectative. Très bien. Maintenant, je vais passer la parole à Alexis Buisson à New York qui va nous relayer une question. Une question d'un auditeur qui souhaite rester anonyme, qui demande que, en ayant la double nationalité française-américaine, si je veux aller en France en juillet, j'aimerais savoir si je fais partie des exceptions et si je dois réserver un billet avec mon passeport américain depuis New York et montrer mon passeport français à l'arrivée. Et une deuxième question aussi posée par un autre auditeur qui se demande si les concubins d'Américains concubins français d'Américains peuvent rentrer aux États-Unis avec eux. Alors effectivement, sur la première question, donc, si je comprends bien, donc un compatriote qui a la double nationalité française et américaine, il n'y a pas de difficulté dans la mesure où les Français à accéder au territoire français, évidemment, s'il souhaite voyager. Il lui faut évidemment un titre de voyage, donc s'il a un passeport américain avec lui, c'est très bien. Il n'a pas besoin de passeport français. Cependant, il faut quand même qu'il soit en mesure de prouver à l'embarquement sa nationalité française. Donc, idéalement, avec une carte nationale d'identité. Il y a une tolérance également pour des passeports français, y compris périmés de moins de 5 ans, sauf erreur. Mais il y a quand même cette, comment dirais-je, cette nécessité de prouver sa nationalité française parce que voilà, le personnel de la compagnie aérienne à l'embarquement a besoin de vérifier que chaque voyageur entre bien dans les cases des exceptions prévues à l'interdiction d'accès.
Sur la question des concubins, donc comme on le disait tout à l'heure, les concubins sont également autorisés, donc il s'agit de concubins, comment dirais-je, de nationalité américaine de Français. Ils sont autorisés de la même manière à rentrer sur le territoire national, sous réserve, encore une fois, de pouvoir prouver suffisamment, de manière suffisamment documentée, leur vie commune. Là, en l'occurrence, la question posée en fait sur les concubins français d'Américains qui voudraient accompagner donc leur conjoint aux États-Unis. On comprend bien effectivement que c'est possible dans le sens français, mais dans l'autre sens, est-ce possible aussi? Ah oui, excusez-moi, j'avais mal compris la question. Alors là encore, moi je dirais a priori non, dans la mesure où ce n'est pas prévu explicitement dans les exemptions, mais j'invite vraiment chacun à regarder attentivement le texte de la proclamation présidentielle numéro 9993 qui figure sur notre site pour vérifier si on peut prétendre ou pas à une exemption. Mais bon, a priori, je ne suis pas sûr que les cas de concubinage soient prévus côté américain. Très bien, merci beaucoup pour cette réponse qui a répondu à quelques questions, je vois dans le chat. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de cette émission, les services du consulat. Les portes ont ouvertes ce lundi, c'est bien ça? Les Français sont nombreux à se poser des questions, notamment pour leur passeport et les visas. Donc, on accueille Samy, qui a une question pour vous. Bonjour à tous déjà, j'espère que tout le monde va bien. Donc en fait, je suis étudiant et en ce moment, j'ai postulé pour plusieurs universités en France afin de commencer un cursus en septembre, je l'espère. Et je me situe en ce moment en Arizona et je me demandais s'il y avait toutefois quelques échos par rapport à la réouverture des centres de visa VFS, en particulier au niveau de Los Angeles, etc. Bonjour, effectivement, c'est une question importante. Alors, on a rouvert, comme vous disiez, Nastasia, lundi. On a rouvert au public, en tout cas, parce que on n'a pas chômé pendant la crise du Covid. On a effectivement mis en place, depuis le début de la crise, une cellule de réponse à distance, puisque comme l'ensemble des structures, l'ensemble des agents ont travaillé à distance. On a quand même répondu pendant cette période, donc depuis mi-mars, à plus de 4500 mails et près de 2000 appels. Mais effectivement, ça nous permet quand même de reprendre, pas vraiment une activité normale parce que les conditions ne sont pas encore réunies, mais de reprendre progressivement à travailler donc à la fois sur le service d'accueil des Français, sur les démarches d'état civil et, comme disait donc monsieur, sur les questions de visa. Alors à ce stade, on n'a pas encore d'indication très claire sur le calendrier, comment dirais-je, de reprise de la délivrance des visas. Parce que tant que les frontières à l'entrée de l'espace Schengen, donc les frontières extérieures, restent fermées, nous ne sommes pas en mesure de délivrer des visas. C'est le cas évidemment des visas étudiants. On délivre chaque année pas mal de visas étudiants. C'est une question importante pour nous parce que comment dirais-je, il est important pour la France de continuer d'être attractive pour les étudiants. Donc, évidemment, dès qu'on aura le feu vert pour rouvrir le service des visas, les visas étudiants feront partie, sans aucun doute, des priorités. Surtout qu'en termes de calendrier, on est bien conscient que c'est contraignant, en tout cas pour les universités qui envisagent de rouvrir dès la rentrée.
En tout état de cause, vous avez sans doute vu les déclarations donc, du Premier ministre fin mai, qui a évoqué une décision européenne d'ici le 15 juin sur la date de réouverture des frontières extérieures. Et nous, on se calera évidemment sur cette date-là pour rouvrir le service des visas. Effectivement, vous avez mentionné VFS, c'est une question importante aussi, parce que, comme vous le savez, le service des visas à Washington centralise l'ensemble des demandes pour les États-Unis, mais délègue l'accueil des usagers et les demandes à VFS. Et la question de la réouverture des bureaux du prestataire dans l'ensemble des circonscriptions est une question supplémentaire qui peut se poser. Mais pour l'instant, je n'ai pas vraiment de réponse à votre question, malheureusement. On en saura sans doute plus d'ici la fin du mois. D'accord, très bien. Je vous remercie. Je vous en prie. Maintenant, on accueille Boriana. Bonjour Boriana, est-ce que vous pouvez poser votre question? Oui, bonjour, merci beaucoup. Je suis française, ma fille aussi, nous habitons à Washington, nos passeports sont périmés ou vont être périmés bientôt. J'ai écrit au consulat et on m'a répondu est-ce que c'est urgent? Alors je voulais savoir un peu comment vous définissez l'urgence. Nous avions prévu de voyager en France en juillet et professionnellement je peux être amenée aussi à voyager bien qu'on n'ait pas pour l'instant, on est tous en suspens. J'ai aussi besoin de renouveler mon visa G4 qui est attaché évidemment au passeport. Donc, à quel moment est-ce que vous avez une visibilité sur le moment où les services de l'état civil du consulat de Washington vont fonctionner pour tout le monde ou comment définissez-vous l'urgence? Et pardon, si je peux me permettre, ça peut peut-être être utile. Je travaille pour une organisation internationale aussi, donc nous avons rapatrié beaucoup de nos collègues qui ont des visas G4. Il suffit d'avoir la proclamation de Trump quand on arrive à Dallas. Personne n'a eu de difficulté, quelle que soit la nationalité, pour répondre à la question de la personne qui avait posé ça, si ça est utile pour quelqu'un. Merci beaucoup. Merci de cette précision, effectivement, qui peut être utile à tout le monde. Alors, l'urgence, elle est définie comment? En réalité, donc comme on a repris, comme on le disait, le 1er juin, sur un plan de reprise progressive de l'activité en présentiel, c'est-à-dire que nous n'avons pas, en respectant d'ailleurs les consignes à la fois de nos administrations et les consignes locales, nous n'avons pas repris à 100% des effectifs. Par ailleurs, parce que c'est un système de rotation qui permet donc d'avoir une partie des équipes en présentiel pour recevoir les usagers et une autre partie des équipes qui travaillent à distance pour justement préparer de la manière la plus solide possible l'entretien avant le rendez-vous, de telle sorte d'éviter les allers-retours et les pièces qui manquent. Malheureusement, cette semaine, par exemple, nous avons eu un usager qui est venu, qui avait oublié ses photos. Donc, ça nécessite un aller-retour et comme vous le savez, on a mis en place des mesures sanitaires un petit peu contraignantes qui nous obligent aussi à limiter le nombre de créneaux de rendez-vous. C'est la raison pour laquelle nos équipes ont dû vous dire, ont dû vous demander d'estimer le degré d'urgence de la démarche, parce qu'il est évident qu'on va traiter d'abord de manière prioritaire une demande de passeport pour un motif urgent mi-juillet par rapport à une demande de renouvellement ou autre après l'été, par exemple. Donc, si vous avez effectivement, si vous êtes en mesure de nous dire que vous avez un voyage prévu en juillet ou encore plus de renouveler un visa, il est évident que nous prendrons en compte cette urgence. Donc là, je vous invite de la même manière à écrire donc à la boîte urgence. On a mis en place ce système de traitement ou d'examen préalable systématique par nos agents qui travaillent à distance pour répondre à ce type de demande. Donc, écrivez à la boîte urgence de telle sorte que les agents puissent vous fixer un rendez-vous si effectivement vous êtes en mesure de justifier la demande comme vous venez de le faire, et puis d'être en mesure ensuite de vous accueillir et de faire les démarches nécessaires. Merci beaucoup. Je vous en prie.
Donc, je vais rappeler aux spectateurs qui nous suivent qui peuvent lever la main dès maintenant pour poser leurs questions sur les services consulaires. On va passer maintenant à une question email. Nous avons Colline qui explique qu'elle a un compagnon qui n'a pas la nationalité française, mais il prévoit une installation en France à compter de septembre. Et donc, elle se demandait quand est-ce que les services de délivrance de visa allaient fonctionner, car il aimerait postuler pour un visa de travail. Alors, de la même manière que pour les visas étudiants, les visas de travail sont soumis aussi donc, à la réouverture du service des visas. À ce stade, comme je disais, on n'a pas de calendrier précis dont on puisse faire part. On attend en réalité donc, cette décision annoncée dans un cadre européen parce que c'est une décision qui doit être concertée entre l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Le Premier ministre a donné l'horizon du 15 juin. Alors, ça ne veut pas dire que la décision de réouverture interviendra au 15 juin. Ça veut dire que, normalement, à cette date, on devrait avoir l'annonce ou une idée plus précise de la date de réouverture des frontières extérieures et donc de la reprise de la délivrance normale, je dirais, des visas. Il faut avoir aussi en tête qu'on ne va pas être en mesure, du jour au lendemain, de reprendre l'activité à 100% d'un seul coup, parce que, effectivement, c'est important que la décision soit prise, c'est même un préalable indispensable de rouvrir les frontières avant de pouvoir commencer à délivrer à nouveau des visas. Mais il y a aussi une montée en charge à prévoir et, comme on le disait, un programme de réouverture du prestataire extérieur, donc VFS, et des bureaux satellites qui vont nécessiter certaines périodes de montée en puissance. C'est pour ça que j'évoquais sans doute, en tout cas dans les premiers temps, une hiérarchisation des demandes aussi en fonction du type de demande et du calendrier envisagé. Voilà, j'espère que c'est noté pour tout le monde. Maintenant, il me semble que je vais aller vers Alexis, qui aurait des questions de petits timides qui ne veulent pas se connecter. Alors, pas tout à fait en fait. Il vient d'écrire pour dire qu'il voudrait la poser en direct. C'est Gilles. Je ne sais pas si Greg en régie peut nous faire monter Gilles en fait dans le chat. Gilles Audic, qui n'est pas si timide que ça en fait. Voilà. Très bien. Bienvenue. Bonjour Gilles, parmi nous. On vous laisse la parole. Bonjour Gilles, votre micro est en muet, je pense. Bon, c'est pas grave. Alors, c'est bon. Bonjour Gilles. C'est bon, bonjour. Je pensais avoir l'image aussi. Donc, je comprends bien qu'il y a un backlog de travail, d'établissement de visas, de passeports à l'ambassade, au consulat plutôt. Est-ce que vous envisagez de renforcer les équipes et puis de produire de façon un peu industrielle là pour éviter de corréler le fait qu'on peut voyager au fait qu'on délivre les documents, quoi. Je veux dire, est-ce que vous ne pouvez pas dès maintenant vous emparer du sujet et dire OK, on met le paquet, on délivre des passeports, on délivre des visas, et puis après, vous verrez, vous, quand est-ce que vous pourrez voyager. Alors, c'est une suggestion tout à fait intéressante. Si évidemment tout ça était dans nos mains, on l'aurait fait depuis longtemps. Non, il faut quand même avoir conscience de deux choses. Évidemment, je comprends l'impatience de nos usagers, surtout après cette période compliquée où on a dû, du côté français comme du côté américain d'ailleurs, remettre un certain nombre de démarches administratives plus tard. Il faut avoir conscience d'une part des contraintes auxquelles on fait face et qu'on doit respecter malheureusement en raison des consignes, des recommandations, des règles des autorités locales, qui ne permettent pas de faire tout et n'importe quoi. Donc, de la même manière que les administrations américaines, nous reprenons de manière progressive et lissée dans le temps parce que, encore une fois, nous ne sommes pas en mesure
comment dirais-je, d'assurer une présence à 100% des effectifs à l'heure actuelle. Nous avons fait en sorte, dès que l'ordre de stay at home a été levé par les autorités de DC, de rouvrir donc dès le 1er juin. La levée du stay at home, comme vous le savez, est intervenue le 29 mai, de telle sorte qu'on puisse d'ores et déjà accueillir les usagers donc, avec les demandes les plus urgentes. D'un autre côté, il faut aussi tenir compte des contraintes côté administration française, parce que quand bien même nous serions en capacité de recevoir 100% des demandeurs sur les passeports, par exemple, il faut savoir que du côté de l'administration en France, il y a aussi une reprise d'activité progressive. Alors, la situation épidémiologique est meilleure, tant mieux, ça permet d'envisager les choses sous un meilleur angle. Mais par exemple, pour la délivrance des passeports avec les autorités donc, concernées en France, il n'est pas, comment dirais-je, certain qu'ils puissent respecter des délais habituels dans le contexte actuel. De la même manière que, à nouveau, les autorités américaines ont cessé de délivrer les passeports pendant la crise, c'était le cas aussi pour les titres de voyage et les titres d'identité en France. Donc, il faut laisser le temps aussi à nos interlocuteurs du côté des administrations françaises de reprendre leur rythme d'activité normal. Donc, ça fait quand même une série de contraintes qui nous empêchent malheureusement de reprendre comme ça d'un seul coup notre activité pleine et entière. Mais croyez bien que on fait en sorte vraiment de retrouver le rythme habituel de la manière la plus rapide possible. Merci pour votre réponse. On a Claude parmi nous. Bonjour Claude, la parole est à vous. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien, merci. Oui. Super. J'appelle en fait pour une question sur les laissez-passer. J'étais de passage à New York en vacances et mon ESTA s'est périmé le 18 mai. J'ai contacté à la fois le consulat de Washington et le consulat de New York pour obtenir en fait un laissez-passer pour mon bébé qui n'a pas de passeport. Et ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'urgence parce qu'en fait, pour un laissez-passer, il faudrait qu'il y ait soit un décès, soit une hospitalisation. Et là, maintenant, je suis en illégalité et je l'ai dit plusieurs fois là, au consulat de New York, en fait, qui m'a simplement dit de faire en fait une demande auprès des Américains et je n'ai toujours pas de réponse à ce jour. Donc, j'ai du mal à comprendre en fait que, et là, j'ai vu, il y a pas mal de passages où vous disiez en fait que les laissez-passer sont possibles, mais moi, je n'ai pas pu l'obtenir alors que je suis française et que mon enfant, il est français puisqu'on a l'acte de naissance et tout ça, mais on ne peut pas rentrer en France. Donc, je souhaite en fait savoir qu'est-ce qui est possible en fait et si en fait, et comme on n'a pas de visibilité sur quand les passeports américains pourront être délivrés, puisque tout s'est arrêté de ce côté-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous? Alors, ça dépend de votre projet exactement. Est-ce que votre projet, c'est de rentrer en France de manière définitive ou quasi définitive, ou c'est un déplacement temporaire? En France, en fait. Je vis en France. J'étais en vacances aux États-Unis. Je vis en France. D'accord. Alors, je vous propose de répondre peut-être sur l'aspect ESTA et je laisserai Cécile vous répondre sur l'aspect laissez-passer. Effectivement, on a eu plusieurs cas de compatriotes dans ce cas-là, avec des ESTA qui sont arrivés à l'expiration pendant la crise ou alors que leurs billets de retour ont été annulés. On a interrogé donc les services américains sur les modalités de prolongation des titres de séjour, donc ESTA et visa. Vous trouverez là aussi sur le site du consulat toutes les indications nécessaires pour les démarches à réaliser auprès de l'USCIS pour la prolongation donc des visas et de CBP, donc Custom and Borders Police pour les ESTA, sachant qu'effectivement c'est une procédure
assez lourde et un examen qui est réalisé donc, côté américain au cas par cas. Donc, je comprends que vous avez déjà entamé cette démarche-là pour une prolongation d'ESTA, que vous êtes en attente de retour. Ce que nous ont indiqué les autorités américaines, mais là aussi, c'est vraiment au cas par cas, c'est que du moment que la demande a été lancée, c'est ce qui est important et qu'on ne peut pas considérer, en tout cas dans le contexte de la crise, que vous soyez en situation irrégulière. Je vais quand même laisser Cécile, si vous voulez bien, vous préciser les choses sur l'aspect laissez-passer. Oui, alors je comprends de la conversation qu'il y a deux problèmes différents, votre séjour aux États-Unis et la naissance d'un enfant récemment sur le territoire américain. C'est difficile de répondre très précisément parce qu'il me manque des éléments. Si vous avez déjà le certificat de naissance, et normalement vous avez dû l'obtenir de l'enfant, en envoyant un dossier complet à New York qui nous le transfère également ou au consulat à Washington, on peut déterminer la filiation de l'enfant envers un parent français, ce qui permet ensuite au consulat de l'endroit où vous êtes d'établir un laissez-passer à l'enfant pour son retour en France. C'est vrai que la situation est très compliquée, particulièrement à New York, puisqu'ils n'ont pas encore ouvert. Donc, ils ne font vraiment que les urgences. Ils ne sont pas dans la phase 1 du déconfinement comme nous. Et par ailleurs, les administrations américaines également sur la région de New York sont fermées et n'ont pas encore rouvert. Donc, certains documents sont difficiles à obtenir. Donc, il faut absolument que vous envoyiez tous les documents qui attestent de la naissance, comme si vous alliez demander en temps normal la transcription auprès de l'état civil français, de façon à ce qu'on puisse déterminer la possibilité de délivrer un document à l'enfant en fonction de sa filiation envers le parent français que vous êtes. J'espère avoir répondu à la question. Je vais juste revenir en fait parce que j'ai fait tout ça en fait. Mon vrai problème, c'est que le consulat à New York ne veut pas prendre mon dossier parce qu'ils disent qu'en fait, vu qu'il n'y a aucun décès ou aucune hospitalisation d'urgence en France qui me demande de voyager, ils ne feront pas mon laissez-passer. Donc, il n'y a pas eu mon simplement demande. Ils ont dit, j'ai fait plusieurs mails en fait. Ils ont refusé en fait de prendre le dossier en disant qu'en fait, je dois seulement demander de l'extension. Et sachant que je leur ai dit que même les Américains ne savent pas quand le passeport de l'enfant sera disponible parce qu'en fait, ils ont tout arrêté. Donc, je leur ai dit plusieurs fois, et c'est pour ça que je prends le temps de vous appeler. D'accord. Vous avez fait la demande de passeport, excusez-moi, vous avez fait la demande de passeport américain déjà? Oui. Mais ils disent en fait que ça va prendre 2 à 3 mois et il n'y a pas de visibilité du tout. D'accord. Écoutez, moi, je ne peux pas répondre pour mes collègues de New York. Je suis sûre qu'ils avaient une raison de répondre dans ce sens au moment où ils vous ont répondu. Vous pouvez nous écrire en ce qui concerne la partie état civil de l'enfant et on essaiera de trouver une solution en coopération avec le consulat de New York de façon à vous aider sans problème. D'accord, merci. Alors, merci pour cette réponse pour Claude. Et maintenant, on passe à Adrien qui est parmi nous. Adrien, on vous écoute. Allô, Adrien? Je ne sais pas s'il nous entend. Adrien, est-ce que vous nous entendez? Je pense qu'il a des problèmes de connexion. Greg, on va le mettre de côté pour l'instant et puis on reviendra peut-être vers lui. On allait justement passer à la troisième partie, donc sur les questions des aides sociales et des dispositifs qui sont proposés par le consulat. Donc, je laisse la parole à Amélie Argaud qui va nous expliquer un peu tout ce qui est mis en place. Oui, bonjour à tous. Donc, effectivement, il y a un dispositif qui a été mis en place par le gouvernement pour venir en aide aux Français de l'étranger qui se trouvent en grande difficulté financière en raison de la crise sanitaire et économique actuelle. Donc concrètement, c'est une aide d'urgence occasionnelle d'un montant de 255 € pour une personne seule, plus 170 € par enfant le cas échéant. Donc il faut savoir que c'est une aide qui s'adresse à des personnes qui ne sont pas éligibles aux aides locales, notamment celles mises en place dans le cadre du CARE Act, comme le Stimulus Check,
ce sont aussi donc, pour des personnes qui n'ont pas de moyens propres de subsistance et qui n'ont pas de possibilité d'aide familiale. Voilà. Et enfin, il faut être inscrit au registre des Français de l'étranger pour pouvoir en bénéficier. L'information est disponible sur notre site internet. Donc, il y a une adresse mail où les personnes intéressées peuvent écrire et je reviens vers eux pour évaluer leur situation. Par ailleurs, il y a également le volet bourse scolaire, donc un dispositif mis en place avec l'AEFE. Donc, il s'adresse aux familles qui ont subi des pertes importantes de revenus à cause de la crise. Et donc, pour permettre de prendre en compte leur situation, à la fois sur l'année scolaire 2019-2020, pour des familles, par exemple, qui souhaitaient réviser leur quotité, ou bien pour des nouvelles familles qui avaient des difficultés à payer le frais de scolarité du 3e trimestre. Ça s'applique également à l'année scolaire 2020-2021. Donc là, ce qu'on a proposé, c'est on a proposé aux familles qui n'avaient pas encore déposé de dossier de venir vers nous pour un possible dépôt de dossier, ou des familles qui avaient déjà déposé un dossier qui souhaitaient un réexamen en fonction de changement de situation économique. Donc, on a prolongé la période jusqu'au 31 mai. Donc là, la période est clôturée, mais on va réouvrir très prochainement à l'été pour la seconde commission qui se tiendra à l'automne. Donc les informations seront disponibles sur le site internet du consulat courant juillet. Très bien, merci. Oui, on rappelle à tout le monde que si vous allez sur le site internet du consulat, il y a plein d'informations. On a mis quelques liens dans le chat, donc n'hésitez pas à aller regarder le site internet. Rebonjour Adrien, est-ce que vous êtes avec nous cette fois-ci? Oui, on vous laisse la parole. Ouais. Alors, je pense que votre connexion… Demandez. On vous entend très mal, la connexion n'est pas bonne du tout. Si vous voulez, vous pouvez poser votre question dans le chat et on fera passer la question à Monsieur le Consul. Merci beaucoup. Désolé. Les difficultés du direct. Je voudrais peut-être ajouter, si vous permettez, donc merci Amélie pour ces précisions. Il y a un troisième volet donc, qui est moins individuel, je dirais, c'est l'aide aux associations, donc qu'on appelle les organismes locaux d'entraide et de solidarité. Donc avec un dispositif là aussi exceptionnel qui a été mis en place par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui permet, dans le cadre de la crise du Covid-19, d'attribuer des subventions exceptionnelles aux associations qui viennent en aide aux Français en difficulté dans le cadre de la crise du Covid. Donc, en ce qui concerne notre circonscription, nous avons traité un certain nombre de demandes dans ce cadre-là. Ça permet évidemment au consulat de s'appuyer sur ce type d'association pour venir en aide à nos compatriotes en difficulté, en plus des dispositifs ou à côté des dispositifs qu'évoquait Amélie tout à l'heure. Très bien, merci. Donc, on arrive presque à la fin, mais avant ça, j'aimerais aborder la question des visas E2. On a eu moins de questions de visa E2 que Miami. Peut-être que c'est parce que c'est Washington et voilà, il y a moins de cas. Mais on avait quand même une question de Théodore qui se posait la question, est-ce que la représentation diplomatique aux États-Unis allait essayer de pousser pour que les visas E2 puissent voyager entre la France et les États-Unis, voilà, parce que ça peut être essentiel, notamment économiquement. Bien sûr, c'est une problématique qu'on a bien en tête. Alors, nous avons effectivement des visas G. On a parlé tout à l'heure à des titulaires de visa G4, c'est tant mieux, puisque eux sont autorisés à accéder au territoire américain. Les visas E, c'est une préoccupation évidemment, pas seulement, les visas L aussi,
donc les transferts inter-entreprises, intra-compagnies. C'est, comment dirais-je, des préoccupations que l'on relaie, comme je disais, auprès des autorités américaines, en faisant valoir, comme vous l'avez très bien dit, l'intérêt, comment dirais-je, pour les États-Unis eux-mêmes de faciliter ce type d'échange, donc commerçants ou investisseurs, puisque on a quand même un certain nombre de demandeurs qui assurent côté États-Unis de l'emploi américain aussi. Donc ça aurait du sens, à notre avis, de pouvoir faire droit à un certain nombre de demandes de ce type. Alors, il faut quand même distinguer donc, la question qu'on évoquait tout à l'heure des personnes qui sont déjà titulaires de ces types de visas et qui peuvent se retrouver effectivement coincés dans un sens ou dans un autre, soit aux États-Unis, soit en France, et dans l'incapacité de revenir. Et les nouvelles demandes de visa de ce type, qui, elles, évidemment, devront attendre la décision des autorités américaines de rouvrir, un peu comme nous, de rouvrir le service, la délivrance normale de visa, et donc donner droit aux demandes habituelles de nouveaux visas, y compris eux. Donc là, je ne sais pas très bien si notre interlocuteur est demandeur d'un nouveau visa ou s'il a déjà un visa et qu'il est en difficulté pour revenir aux États-Unis. Oui, j'ai l'impression. C'est deux aspects de la question qui sont un peu différents. On va accueillir Mélanie qui a une question sur les livrets de famille, si j'ai bien compris. Bonjour Mélanie. Oui, bonjour. Je voulais juste savoir, j'ai un voyage prévu pour fin août avec ma famille. Mes enfants sont français et mon mari est américain, mais il est sur notre livret de famille. Est-ce que c'est une preuve suffisante pour montrer ça aux douanes et à la compagnie aérienne? Ou est-ce que je dois ramener notre certificat de mariage et everything et tout le reste pour pouvoir y voyager en France? Alors, est-ce que votre acte de mariage est transcrit à l'état civil français? Je crois que oui, on a fait toutes les démarches. Mais le certificat de mariage est américain. Donc, je ne pense pas que je l'ai fait transcrire, non. Alors, c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, il est plus facile lorsque l'acte de mariage a été transcrit que lorsque ce n'est pas le cas. Parce que là, il faut effectivement, comment dirais-je, apporter la preuve et donc nous écrire en amont aussi pour vérifier vraiment l'ensemble de la documentation requise pour être autorisé à accéder au territoire. Est-ce que Cécile, vous voulez détailler peut-être les prérequis, Oui. les documents qu'on demande dans ce type de cas? Alors, de ce que j'entends, il est fort possible que l'acte de mariage soit transcrit parce que si le conjoint apparaît sur le livret de famille, à moins que les enfants soient nés avant le mariage, a priori, le mariage a dû être transcrit. Et dans ces cas-là, aucun problème. Donc, il faut absolument de toute façon amener ce livret de famille qui prouve une certaine vie commune. Et avec ça, un autre document qui puisse être des factures aux deux noms, etc. Mais a priori, vous pouvez voir sur votre livret de famille, va être indiqué acte de mariage transcrit qui va vous permettre de vérifier cette information immédiatement. D'accord, Et dans ce cas, merci. voilà, il n'y a aucun problème pour lui pour partir avec vous. Ok, merci beaucoup. Je vais maintenant laisser la parole à mon collègue Alexis. Alexis, tu as enfin la question d'Adrien. La question d'Adrien, qui a eu du mal à se connecter tout à l'heure. Alors, il dit que lui aussi, il a un visa E2. Mon épouse est polonaise et se trouve actuellement en Pologne. Nous sommes mariés aux États-Unis, dit-il. Savez-vous si proclamation... Adrien est... C'est pas vrai. Écoutez, nous accueillons Didier. Didier, si vous voulez... Ah, non, Didier est parti. Greg? Grégory?
Ce sera Cyril, en fait, qui a une... Ce sera Cyril. Ce sera Cyril qui a une question pour nous. Alexis, tu as été coupé. Zut. Complètement. C'est la question d'Adrien qui doit être maudite. Est-ce que tu veux reprendre? Tout à fait. Donc, c'est une question relative au visa E2. Vous m'entendez toujours? Parfait. Donc, Adrien a un visa E2. Son épouse est polonaise et se trouve actuellement en Pologne. Nous nous sommes mariés aux États-Unis, dit-il. Savez-vous si la proclamation présidentielle lui permettrait de pouvoir me rejoindre? Et si oui, quand cela pourrait-il être? Alors, si lui n'est pas, comment dirais-je, de nationalité américaine ni titulaire de carte verte, j'imagine, ça n'est pas possible dans le contexte actuel, malheureusement. Puisque donc, comme on disait, il faut vraiment rentrer dans le champ des exemptions prévues dans la proclamation, ce qui n'est pas le cas pour les titulaires de visa E2 et leurs familles. Il y avait une autre question effectivement là-dessus, sur le fait de se marier aux États-Unis. Ça, c'est bien sûr pas un critère, en fait. Non, malheureusement, ce n'est pas un critère. Non. Nous allons maintenant prendre la dernière question de cette émission avec Cyril. Bonjour Cyril, bienvenue. Bonjour à tous et bonjour Monsieur le Consul Général. Donc moi, je suis détenteur d'un visa E2 qui va jusqu'en 2021, donc ça, c'est pas un problème. Mon épouse aussi. Nous sommes tous les deux donc de citoyenneté française uniquement et on est parents d'un petit bébé qui a la double nationalité et qui a également les deux passeports. Il me semble qu'il y a une exemption pour pouvoir revenir sur le territoire américain dans la mesure où on accompagne un citoyen américain mineur. Donc, il me semble qu'on aurait la possibilité, si tant est qu'on souhaite aller en France, de rejoindre le territoire américain dans ce cadre-là. Je voulais avoir confirmation. Alors, en effet, d'après la situation que vous décrivez, dans la mesure où votre enfant est né sur le territoire américain à la nationalité américaine, il est mineur donc, et a priori célibataire, parce que c'est une double condition. Du coup, vous avez effectivement le droit de revenir. Cependant, il est toujours mieux de vérifier au préalable auprès du consulat général des États-Unis à Paris. Là aussi, on a dû vous communiquer une adresse email où il est possible de se renseigner au préalable. Donc là, je vous conseille de leur poser la question pour être sûr. Donc encore une fois, j'ai pas vraiment de doute sur la réponse, mais vérifiez quand même, vaut mieux vérifier 2 fois qu'une. Donc c'est Paris Visa Inquiry arrobase, je ne sais plus, c'est le states.gov, je pense. Paris Visa Inquiry, en anglais, at state.gov. Okay. Ils ont une cellule de réponse à distance qui permet de s'assurer que vous serez en mesure de revenir, quoi. Ok. Et est-ce qu'il convient de justifier la nature du voyage ou est-ce que le tourisme peut se faire puisque ce serait dans ce cadre-là? Ah bah alors, du côté français, hormis les éléments que je rappelais donc au début de notre séquence, les éléments généraux d'appréciation, il revient à chacun évidemment d'évaluer, comment dirais-je, la nature importante, urgente, nécessaire du voyage. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de conditions, vous n'avez pas à justifier de la raison de votre déplacement. En revanche, il faut bien penser à remplir donc les 2 papiers qu'on disait, à la fois l'attestation de déplacement en cochant la bonne case et la déclaration sur l'honneur de non-présentation de symptômes, qui est demandé à tous les voyageurs. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Voilà, donc écoutez, on va bientôt clôturer cette émission. On va parler très rapidement du 14 juillet. On se demande tous à quoi va ressembler le 14 juillet cette année à Washington. C'est une question importante qui nous occupe aussi beaucoup. Alors, évidemment, nous regrettons tous que ce moment de convivialité républicaine ne puisse pas se tenir dans des conditions habituelles,
puisque les recommandations, les consignes des autorités locales interdisent encore les regroupements de plus de 10 personnes. Donc, ce serait quand même un petit 14 juillet si nous devions envisager des modalités normales. Donc, nous envisageons effectivement des modalités différentes de célébration de notre fête nationale, mais je ne souhaite pas dévoiler ce qui est en cours. Donc, vous m'autoriserez un joker, mais en vous disant qu'en tout cas, on y pense et on y travaille très sérieusement. Bon, il faudra quand même nous dire le scoop, on l'attend avec impatience. Je vous remercie tous pour cette excellente émission. Mercredi 10 juin, donc mercredi qui arrive, c'est au tour du consul général de Houston, Alexis Andrès, de répondre aux questions avec ma collègue Lorraine Talbot. Merci à tous et bonne soirée. Merci à vous. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Ouais.